C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil, de la montagne fière, luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. « 6 mars 1916, 14e jour de l'offensive allemande sur Verdun. Le général von Falkenhayn constate avec amertume que sa grande attaque sur la cité lorraine s'enlise. Les Allemands sont bloqués sur la rive droite de la Meuse, incapables de percer les lignes françaises. L'état-major de la 2e armée a placé son artillerie sur la rive gauche. Celle-ci pilonne les Allemands par le flanc, brisant toutes leurs attaques. Le Kronprinz, fils de l'empereur Guillaume, qui dirige l'attaque, supplie von Falkenhayn d'élargir l'offensive à la rive gauche du fleuve afin de neutraliser les canons français qui tirent des forts de Marr et de Vacheroville. Le général prussien accepte. Mais 2 obstacles se dressent devant eux, la crête du Mont-Rhôme et la côte 304. Cette dernière n'a pas de nom, elle est seulement désignée par sa hauteur par rapport au niveau de la mer. Le 6 mars, après un violent bombardement, les Allemands se lancent à l'assaut. Ils parviennent à bousculer les premières lignes françaises, mais ils sont ensuite cloués sur place par le tir de barrage de l'artillerie. Les 2 collines semblent soudain entrer en éruption, tant le bombardement est violent. Les Allemands concentrent leurs efforts sur la crête du Mont-Rhôme, mais les Français résistent pied à pied grâce au renfort ininterrompu acheminé par la voie sacrée. L'offensive sur la rive gauche se transforme en un combat d'usure, comme sur la rive droite. Von Falkenhayn a renoncé à prendre Verdun par une action courte et décisive. Mais il espère que sa supériorité en artillerie infligera de telles pertes à l'armée française que celle-ci s'effondrera sur elle-même et demandera la paix. C'est désormais un duel à mort entre les 2 armées qui entrent dans une logique d'extermination pure et simple. Pendant plus d'1 mois, les Allemands s'acharnent sur la crête du Mont-Rhôme qui se transforme en un paysage lunaire où toute trace de vie a été effacée. Une fois de plus, le calcul de Falkenhayn est faux. Les Allemands subissent des pertes aussi lourdes que les Français pour des gains de terrain dérisoires. Le 9 avril, Pétain lance son plus célèbre communiqué aux troupes. Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armées. Les assauts furieux des armées du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la 2e armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage, on les aura. Les Allemands ne parviennent à conquérir qu'une partie du Mont-Rhôme. Ils décident donc d'attaquer la côte 304 au début du mois de mai. La colline devient à son tour une terre martyrisée, offrant aux spectateurs une vision d'apocalypse, de fin du monde. Français et Allemands s'affrontent sans merci dans des corps à corps sauvages. Un gros obus s'abattit comme la foudre à 3 ou 4 mètres en avant de moi. J'eus l'impression d'être aplati net et je restai quelques secondes sans pouvoir soulever ma poitrine, vidée d'air. C'était le souffle de la mort que je venais de ressentir. On dit qu'il est glacé, je l'avais trouvé brûlant.
Les lignes n'existent plus. Les fantassins des deux camps sont inextricablement mêlés dans une ambiance de cauchemar. Ce matin, un épais brouillard estompait uniformément chaque chose, impossible de voir à 2 pas devant soi. Brusquement, des patrouilleurs Boche trouèrent le brouillard devant nous. Ils allaient paisiblement, les mains dans les poches, l'arme à la bretelle. Stupéfaits, nous eûmes un instant d'indécision. C'est alors que le gradé Boche proféra d'un ton lamentable « Triste guerre, messieurs, triste guerre ». Puis le brouillard l'enveloppa. Le 4 mai, les Allemands prennent pied sur le sommet de la côte 304, mais une contre-attaque française les repousse en bas de la colline dès le lendemain. Le 20 mai, le bombardement allemand est si intense que les troupes françaises et allemandes doivent évacuer le sommet et se retrancher de part et d'autre de la colline. Les Allemands tentent un ultime effort pour reprendre le sommet, mais lorsqu'ils y parviennent, ils sont fauchés par les mitrailleuses françaises placées à contrepente. Leur morale s'effondre rapidement, au point que plusieurs centaines d'entre eux sont faits prisonniers. Des prisonniers Boche défilent devant nous. Quelques-uns, blessés, sont pansés par nous au passage. Ils ont faim, ils ont soif, leurs traits sont tirés et leurs vêtements boueux en lambeaux. Ils réclament à boire et à manger. Et nos soldats, qui viennent de subir tant de mal par eux, leur offrent du pain, du chocolat, de l'eau, et oublient toute rancœur dans un grand élan de générosité. Les blessés Boche que nous pensons pleurent et nous offrent tout ce qu'ils possèdent, leurs couteaux de poche, des cigares, des boîtes d'allumettes. Les combats perdent en intensité au mois de juin dans ce secteur, l'état-major de von Falkenhayn comprenant qu'ils ne peuvent rompre les lignes françaises. Les Allemands ne parviendront jamais au-delà de la colline.